Pauline, j'ai un scoop à te dire. J'ai envie de me lancer dans le rap français. Ok. Pour ça, j'ai pensé à un nom. Tu me dis ce que t'en penses. RCH. Mais c'est super, Ouais. j'adore. Ça veut aussi dire rectocolite hémorragique? Et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. Tu as parfois du sang dans les selles et tu ne sais pas comment tu vas t'en sortir. Tu penses que tu vas finir au ciel. Aujourd'hui, on va parler ensemble de la rectocolique hémorragique. Et ça, mon pote, c'est tout sauf automatique. On est d'accord que c'était complètement en direct. C'était très bon. Très improvisé, très nul. Mets-moi une note de 0 à 10 sur savoir ce que je vaux. T'aurais pu mettre glaire. Parce que c'est pas du sang, c'est des glaires. C'est les deux. C'est quoi la rectocolique hémorragique? La rectocolite hémorragique ou RCH, c'est une maladie inflammatoire chronique intestinale. On appelle ça également Mickey parce que là aussi c'est très long. La RCH, ça touche uniquement le côlon. Souvent on connaît sa cousine, la maladie de Crohn. Et en fait la maladie de Crohn, elle touche tous les segments du tube digestif. On a tendance à dire de la bouche à l'anus. Ça c'est la maladie de Crohn. Mais la rectocolite hémorragique, c'est uniquement le côlon. J'ai un ami médecin, pour ne pas le citer, Arthur. Il m'a dit hier, tu sais Greg, que si jamais tu prends deux individus qui s'embrassent par la bouche, ça fait un tube de 18 mètres de long d'intestin dont les deux extrémités sont des anus. Ouais, c'est pas complètement faux. On doit faire un 1000 pattes humain avec nos prisonniers. L'intestin grêle, c'est 3 à 6 mètres et le côlon, c'est 80 cm à 1 m 20. Et donc, effectivement, tu peux te dire que si tu rajoutes l'ésophage, l'estomac, le duodénum, ouais, ça peut faire à peu près ça. C'est tellement poétique. C'est à quoi je lui ai répondu, sauf quand tu fais un 69, à ce moment-là, t'as plus de fin anal. Ouais. Alors, donc, c'est très fréquent le RCH? Eh ben, c'est pas rare en tout cas, puisque Médecin botte en touche. Bonjour, moi c'est docteur botte en touche. je veux dire par là que ça fait pas partie des maladies rares. Parce que la prévalence, donc le nombre de personnes qui ont une RCH en France, c'est de l'ordre de 1 pour 1500. Donc c'est pas, Ah oui, tu vois, c'est pas rare. Non, c'est pas rare. Mais c'est pas fréquent, Voilà, et c'est à peu près, allez, 80 000 personnes en France. au Voilà. moment où on parle. Oui. Ça touche qui? Les hommes et les femmes dans la même proportion. Et en fait, cette maladie, elle touche particulièrement les jeunes entre 15 et 35 ans, même si elle peut survenir à tout âge. D'accord, mais particulièrement chez ces gens-là. Oui. Quelles sont les causes de la RCH? En fait, on n'en sait rien. Ah. On a tendance à dire qu'elle est multifactorielle. Il y a des facteurs environnementaux, immunologiques, mais aussi probablement génétiques. C'est pas complètement précis et pas encore élucidé. Par contre, ce qu'on sait très bien, c'est que c'est pas une maladie contagieuse. Ok, ça on le sait, ça se transmet pas. Exactement. Y compris de contact d'anus à anus. Tout à fait. Vous pouvez continuer à faire ça. Ça ressemble à quoi? Glaire et descend dans les selles? Oui, il y a pas mal de symptômes. Donc, comme l'inflammation, elle touche le côlon, eh bien, les personnes peuvent présenter par exemple des diarrhées. D'accord. Des diarrhées le plus souvent avec du sang, des glaires. Alors les glaires, c'est comme du blanc d'œuf, des douleurs abdominales. Et puis dans certains cas, une fatigue, une perte de poids, voire même lors de certaines poussées de la fièvre. D'accord, ouais, donc c'est quand même assez costaud. Oui, et en fait, les symptômes, ils dépendent de la sévérité de la maladie, de la poussée, mais aussi de son extension. La RCH, elle commence toujours au niveau du rectum et après, elle remonte au niveau du côlon. Si on a une inflammation uniquement au niveau du rectum, ça va plutôt être du sang et des glaires, par exemple. Mais quand on a une atteinte d'une grande majorité du côlon, à l'extrême, on a une atteinte pancolique, c'est-à-dire de tout le côlon. Alors là, les patients vont présenter vraiment plein de diarrhées, parfois 15 à 20 selles par jour, du sang dans les selles, une perte de poids, etc. Les symptômes vont être beaucoup plus importants. J'imagine que les gens peuvent parfois confondre ça avec des hémorroïdes, parce que des hémorroïdes, c'est aussi du sang dans les selles. Après, j'imagine qu'il y a plein de choses qui peuvent donner du sang dans les selles. Oui, complètement. C'est pas Du sang dans les selles qui sera donc le premier titre de mon album. Comment on fait pour ne pas confondre hémorroïdes? On commence par voir son médecin généraliste qui, la plupart du temps, va orienter vers un gastro-entérologue. Et puis nous, les gastro-entérologues, on va voir s'il y a besoin de faire un examen complémentaire. Alors évidemment, déjà, on peut commencer par examiner, prescrire une prise de sang s'il y a besoin, mais assez souvent, on va aller jusqu'à l'exploration endoscopique. Alors juste 2 secondes pour remonter un peu dans le temps. Le médecin généraliste, il y a un examen clinique déjà pour les hémorroïdes qui Oui. se passent par le toucher rectal. Oui, on peut regarder déjà la marge anale, on peut faire un toucher rectal, mais on a des hémorroïdes à l'intérieur. Donc on a des hémorroïdes externes, mais on a des hémorroïdes internes. Et celles-là, on ne peut pas les voir. Petit message de désensibilisation, on est d'accord que quand vous êtes médecin, faire un toucher rectal, vous en foutez royalement. Pour vous, c'est comme faire une prise de sang ou faire une écoute pulmonaire. Vous n'avez aucun jugement sur ce type d'examen? Aucun jugement et surtout, c'est pas parce que vous avez du sang dans les selles qu'on va faire forcément un toucher rectal. S'il n'y a pas besoin, par exemple, moi je reçois plein de patients à qui je vais faire une coloscopie, je ne vais pas forcément faire le toucher rectal au moment de la consultation. Ou alors, s'il est nécessaire, je vais expliquer pourquoi je vais commencer par ça. Non, je vais pas commencer par ça.
Bonjour, Schlag, vous avez votre carte vitale? C'est quoi la différence entre une coloscopie et une fibroscopie? La fibroscopie, on entend ça souvent pour l'estomac. La fibroscopie gastrique, on va passer par la bouche, on va descendre dans l'œsophage, on va voir l'estomac. Tandis que la coloscopie, c'est l'endoscopie. Donc c'est un tube muni d'une caméra, comme toute endoscopie. Mais cette fois-ci, on passe par l'anus et on remonte tout le long du côlon. C'est sous anesthésie générale. Parfois, dans la rectocolite hémorragique, on va aussi faire des coloscopies courtes, c'est-à-dire ce qu'on appelle des rectoscopies. On va monter moins haut au niveau du côlon. Ce sont des examens que l'on fait dans la majorité du temps sans anesthésie générale. J'ai entendu sur d'autres choses, ça n'a absolument rien à voir, les greffes fécales. Oui, la transplantation fécale, c'est dans des conditions, c'est une indication très particulière, c'est une niche. C'est aujourd'hui au stade de la recherche. On ne fait pas de transplantation fécale pour toutes les maladies. C'est uniquement dans le cadre d'une infection récidivante bactérienne qu'on appelle Clostridium difficile. Voilà, c'est pas la peine de me demander une transplantation fécale à ma consultation. Ouais, tant mieux, merci, je n'avais pas te demander, mais pour les gens qui ne savent pas ce que ça veut dire, transplantation fécale. On va mettre des selles d'une... Attends, franchement, c'est pas cool, regarde la tête que tu fais. Mais j'adore cette conversation. Concrètement, on va prendre des selles de quelqu'un qui n'a pas de pathologie particulière, en tout cas pas cette maladie bactérienne, et on va l'introduire. Là, j'ai rien dit. Dans les intestins d'une personne qui est Et on va la malade. mettre dans les intestins de la personne malade. Et généralement, en fait, soit on le fait au moment d'une fibroscopie, soit on le fait sur une sonde nasogastrique. Donc on prend le caca d'une autre personne, on va te faire passer son caca par ton nez pour te le déposer dans les intestins. Exactement. Ça, c'est la médecine moderne? C'est ça, ça marche hyper bien. Ok, pardon. Si on prend le parcours d'un patient, il a entre 15 et 35 ans, mais ça peut toucher d'autres personnes. Il se retrouve pendant 2 à 3 jours sur des diarrhées qui sont importantes, avec du sang et ou des glaires et ou des douleurs et ou de la température. Il va consulter son médecin généraliste. Son médecin généraliste, éventuellement, il envisage si c'est des hémorroïdes, auquel cas il regarde juste en externe. Et si jamais il a besoin de faire des examens complémentaires, il te les envoie en hépato. En hépatogastro. En hépatogastro. Oui, oui, oui. Au cours du bilan, vous allez voir si vous avez besoin de faire des examens complémentaires, plutôt sur des rectoscopies ou sur des Coloscopie. coloscopies. Et éventuellement, en clinique, si jamais tu as besoin de faire un toucher rectal plus profond pour aller voir si ce sont des hémorroïdes qui sont plus hauts dans le rectum. Ouais. J'ai tout résumé? Oui, c'est ça. Alors, la coloscopie, en fait, ça va permettre quand même de faire le diagnostic, en fait. Donc, généralement, ces patients, ils vont arriver systématiquement au gastro-entérologue. Et la coloscopie, elle va montrer la muqueuse du côlon qui est inflammatoire, plus gonflée, plus rouge, voire même ulcérée. Et c'est ça qui est responsable du sang et des glaires. Quand la muqueuse, en fait, s'ulcère, eh bien, elle sécrète le sang et les glaires. Ulcéré, ça veut dire quoi? Ulcéré, ça veut dire qu'il y a une perte de substance. Ça veut dire que ta muqueuse, c'est un peu comme Une un plaie. aft. Oui, une plaie, un aft dans la bouche, ça y ressemble et ça fait, voilà, ça creuse en fait dans la muqueuse. Une fois que la RCH est posée en tant que diagnostic, ça évolue comment? C'est une maladie inflammatoire chronique. Ah oui. Donc ça veut dire qu'elle va évoluer comme dans beaucoup de maladies inflammatoires par période de poussée, donc de crise. C'est là où est généralement est diagnostiquée sur la première poussée la maladie, donc avec les symptômes dont on a parlé. Et puis après, il y a des périodes de rémission, c'est-à-dire que la maladie redevient silencieuse et à ce moment-là, il n'y a plus de symptômes. Et si on n'introduit pas de traitement, le risque, c'est une nouvelle poussée, une rémission, une nouvelle poussée, etc. Au-delà du traitement, est-ce qu'il y a encore une possibilité de demain mieux comprendre cette pathologie? Puisque finalement, tu nous disais, on n'est pas encore bien capable de connaître les causes. Donc quand on ne connaît pas, ça peut être parfois de l'alimentation, des facteurs de risque. Peut-être tu m'en parleras plus tard. Est-ce que peut-être, dans ce côté va-et-vient, c'est que sans le savoir, la personne s'expose à des facteurs de risque? Je pense, j'en sais rien, à de l'alimentation. Imaginons quelqu'un aurait une intolérance à certains aliments et puis il n'est pas conscient qu'il a cette intolérance. Il va prendre cet aliment et puis 2 semaines plus tard, 3 semaines plus tard, boum, avoir un pic. C'est possible ce scénario? En tout cas, ce n'est pas aussi clair que ça. Aujourd'hui, on ne peut pas dire précisément ce qui va être responsable de la poussée. Effectivement, ça a probablement quand même une influence avec l'alimentation, probablement aussi avec la fatigue, le stress, etc. Tout ce qui compose notre vie. Voilà, c'est ça. Mais ça n'est pas aussi clair que ça. En tout cas, ce qu'on sait, par exemple, pour la maladie de Crohn, c'est que le tabac est vraiment un facteur qui est responsable de poussée. Ça, c'est très, très clair, par exemple. Donc, est-ce que ce qu'on sait sur le tabac, enfin, globalement, ce qu'on sait sur la maladie de Crohn par rapport au tabac, est-ce qu'on peut le mettre sur le RCH? Eh ben non. Mais globalement, le tabac est tellement mauvais qu'on peut quand même dire si. Oui. Enfin, Mais- qu'on peut dire si. Ne fumez pas, mais on ne sait pas si le fait de ne pas fumer va modifier votre RCH. Ce qu'il faut, c'est de toute façon arrêter de fumer dès qu'on peut. Pour ça, les médecins peuvent vous aider et des centres d'addictologie aussi peuvent vous aider. Exact. Hmm. Ouais. Est-ce qu'il existe des traitements? Oui.
Il y a les traitements de la poussée qui sont là pour faire que les symptômes s'arrêtent, notamment la diarrhée, le sang, etc. Et puis il y a les traitements de fond qui sont là pour éviter justement la survenue de poussée et pour rendre la maladie silencieuse en rémission le plus longtemps possible. Les traitements, je ne vais pas pouvoir tous les énumérer, c'est pas l'objet et surtout c'est vraiment du cas par cas. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il y a des patients qui vont avoir une RCH très localisée au niveau du rectum et par exemple là on va être sur des traitements locaux par comprimés rectaux qui vont suffire. Et puis on a des personnes qui, lorsqu'elles ont une atteinte très étendue ou une maladie qui est réfractaire par exemple au traitement de la poussée, on va être obligé à ce moment-là de mettre en place des traitements plus costauds, des traitements immunosuppresseurs, des traitements par voie orale, mais également par voie intraveineuse ou par voie sous-cutanée par exemple. Le but, c'est de moduler l'immunité et c'est d'agir sur les facteurs inflammatoires qui ont été mis en évidence dans le rôle de la RCH. Il y a un truc que je ne comprends pas bien. Tu parles d'immunité, mais sur un tableau inflammatoire. Je ne comprends pas bien le lien. Dans l'inflammation, il y a un rôle effectivement de l'immunité. Et si on veut calmer l'inflammation, aujourd'hui, on va agir effectivement soit sur l'immunité, soit sur les facteurs pro-inflammatoires. Donc ça dépend un petit peu des traitements qu'on va mettre en place. D'accord. Donc en fait, la réaction inflammatoire peut être tout simplement en réaction avec un déficit immunitaire ou avec une lutte immunitaire locale. Tout est lié, l'immunité, l'inflammation, tout est en interaction. En tout cas, ce qui est très important de dire peut-être à ceux qui regardent la vidéo, c'est qu'il y a de la recherche en permanence et on a vu évoluer le traitement des MICI ces dernières années de façon assez fulgurante avec des nouvelles molécules qui sortent régulièrement, qui sont très efficaces. On peut proposer d'ailleurs aux patients d'intégrer des protocoles de recherche. C'est hyper important parce que c'est ça qui nous permet de mettre au point ces nouvelles molécules, de savoir si elles fonctionnent. Je fais une petite parenthèse, tu me corriges si je me trompe. Est-ce que c'est vrai que dans la recherche, parfois, on a cette sensation de faire des bonds? C'est-à-dire que parfois, on peut plafonner soit parce qu'on n'a pas la techno qui nous permet d'aller plus loin, soit parce qu'on est limité. Et puis, paf, on découvre un nouveau truc et ça ouvre de nouveau un nouveau champ des possibles? Ouais, c'est complètement ça. En tout cas, pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales, vraiment sur les 10 dernières années, ce qu'on a appris il y a 10 ans, c'est complètement différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Et c'est assez gratifiant de voir tous ces efforts et même les patients qui participent au protocole de recherche, ils sont nombreux et ils participent vraiment à cette révolution en fait des traitements. Ouais, je peux comprendre parce que ça fait un peu partie de ces handicaps invisibles. Un patient jeune, finalement, alors, un patient tout court qui a 5-6 diarrhées fulgurantes avec des sangs dans les selles, socialement, ça doit être très compliqué à vivre. C'est clairement un handicap invisible et parfois, il y a une reconnaissance effectivement qui est possible. Du coup, ça explique aussi pourquoi il y a des patients qui peuvent être autant investis dans des protocoles de recherche, dans le fait de faire avancer. Est-ce qu'on peut dire aux gens, finalement, si jamais vous connaissez dans votre entourage des gens qui ont une RCH et qui sont peut-être suivis, qui n'ont pas réévalué leur traitement ou leurs symptômes depuis 15-20 ans, peut-être de reconsulter pour éventuellement voir d'autres stratégies qu'on aurait pu découvrir plus récemment? Oui, il faut être suivi régulièrement. C'est quoi l'évolution? Comment est-ce qu'on fait pour savoir que le traitement est efficace? C'est toute l'importance de la surveillance en fait avec son gastro-entérologue. Effectivement, quand on met en place un traitement, on veut impérativement s'assurer qu'il fonctionne. Alors évidemment, ça va se voir cliniquement. Généralement, on a une diminution des diarrhées, du sang, on va mieux, les patients se portent mieux. On peut également faire un suivi sur la prise de sang. Et puis, on va être amené à répéter les examens endoscopiques. C'est parfois lourd, mais vraiment nécessaire. On a besoin de s'assurer que la muqueuse que j'ai décrite tout à l'heure, qui était ulcérée et inflammatoire, eh bien, elle est bien cicatrisée. C'est vraiment très important. Ça prend combien de temps à peu près pour cicatriser quand un traitement fonctionne? On peut faire un premier examen endoscopique quelques semaines après le début d'un traitement, ou quelques mois, pour vraiment s'assurer de l'efficacité du traitement. Quels seraient tes conseils que tu pourrais donner aux patients? Le premier, c'est vraiment d'en parler en fait. C'est d'en parler. Il ne faut pas que ce soit un sujet tabou. Tu vois bien que quand on a de la diarrhée, c'est quand même compliqué en société de dire j'ai une maladie inflammatoire qui donne de la diarrhée et du sang. Et pourtant... Et pourtant, c'est OK en fait. Ouais, bien sûr. Il faut en parler par exemple à ses proches, à son cercle familial, amical, mais pourquoi pas, si l'environnement professionnel est le permet, bah, pourquoi pas en parler. Ça pourra expliquer aussi que parfois, soit on n'est pas au top, soit parfois on a besoin d'arrêt de travail. Ça, c'est la première des choses. Et il y a aussi les associations de patients. Et je pense en particulier à l'AFA, l'association François Aupetit, qui est extrêmement investie pour les maladies de Crohn et les rectocolites hémorragiques. Il ne faut pas hésiter à aller notamment sur leur site internet. C'est bourré de conseils et puis ils sont là vraiment pour faire du soutien aux malades. Les liens sont dans la description. Est-ce que l'activité physique
aide sur ces symptômes-là? Oui, il faut vraiment continuer à se bouger. L'idée, avec nos traitements, c'est de rendre la maladie la plus silencieuse possible. Et donc, c'est de pouvoir récupérer une qualité de vie, avoir une vie la plus normale possible. Donc, ça passe par l'activité physique, ça c'est clair, mais aussi par l'alimentation. Parfois, on a des patients qui se restreignent énormément, mais en dehors des poussées, nous, gastro-entérologues, on n'a pas de limite en fait dans l'alimentation. Le but, c'est vraiment de restaurer une qualité de vie optimale. C'est un peu la base et ça paraît toujours un peu bateau quand on dit ça, mais en fait, il faut respecter la bonne prise des traitements. Quand on a une maladie chronique, on le sait, c'est compliqué, surtout quand on va bien, quand on est en période de rémission, il n'y a pas de symptômes. Et on peut être un peu ambivalent sur la prise de ce traitement. Et en fait, il faut vraiment continuer à le prendre parce que si on l'arrête, c'est s'exposer à une nouvelle poussée. Si les gens ont trouvé au cours de leur alimentation des aliments qui augmentent et ou qui diminuent les crises, qu'est-ce que tu leur recommanderais? Moi, je leur conseille de se faire accompagner par un professionnel de santé de l'alimentation, les diététiciens, les nutritionnistes, pour qu'ils puissent être accompagnés. Ça ne me choque pas d'avoir une approche différente, d'avoir une approche complémentaire, en plus des traitements que nous on donne, il n'y a aucun problème avec ça. Si je peux me permettre un dernier conseil, c'est de se renseigner sur la maladie, mais si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes déjà en train de le faire, alors bravo! Félicitations! N'hésitez pas évidemment à partager cette vidéo à des personnes qui pourraient être concernées, à la liker. Merci beaucoup Pauline. Merci. Si jamais vous voulez les dates de concert de mon prochain concert RCH sans dans les selles. Je serai au premier rang. Ouais, alors peut-être pas au premier rang du coup. Allez, à la prochaine. Ciao.